Donc on va vous parler, nous, de notre pratique clinique et de notre recherche autour de ces questions de transidentité et de troubles du spectre de l'autisme. Je me mets en timing, sinon je ne vais pas y arriver. On va introduire les choses et puis on vous parlera de notre recherche et on s'interrogera ensemble sur les perspectives et les suites à donner à la recherche dans ce domaine. Donc le questionnement ne vient pas de nulle part. Elle vient d'une réalité clinique. Moi, à la base, je suis clinicien. 2 ans en arrière, j'étais pas chercheur. Je voyais des patients qui étaient tous porteurs de troubles du neurodéveloppement, pour la plupart avec troubles du spectre de l'autisme. Et je me suis rendu compte qu'un certain nombre d'entre eux présentaient un questionnement autour de leur identité de genre. Et je me suis rendu compte que avant ça, c'était pas quelque chose que j'avais rencontré lors de mon internat ou lors de mes différents passages en service, et que là, ça se posait à plusieurs reprises et de manière assez rapprochée. Je me suis dit, c'est quand même étonnant que ça intervienne maintenant. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que d'autres se posent la question? Est-ce que c'est une réalité, ce croisement entre les troubles du spectre de l'autisme et les questionnements identitaires? Et donc, au niveau clinique, ça nous a interpellés. Et puis, il y a aussi, comme le disait en introduction Caroline, quand même des similitudes dans ce qu'on peut en comprendre et comment c'est décrit à l'heure actuelle. On est sur 2 spectres à chaque fois et qui concernent un vécu identitaire à chaque fois. Donc je me suis dit, ces personnes qui se trouvent à l'intersection, combien sont-elles? Est-ce qu'elles sont plus concernées que les autres? On va aller un peu s'interroger là-dessus. Et puis finalement, non, j'étais pas tout seul et Elodie avait le même ressenti que moi et surtout d'autres chercheurs avaient le même ressenti, puisqu'on voit que sur les dernières années, les papiers de cette thématique explosent. C'est quelque chose qui n'existait pas 10 ans en arrière, et vous voyez qu'en 2023, on est sur quasiment 60 articles sur cette thématique particulière. Donc c'est vraiment un élément d'intérêt à la fois clinique et à la fois de recherche. Comme on vient de le voir, c'est important de s'interroger sur les mots qu'on utilise et sur les définitions qu'on peut en tirer. On nous a parlé des classifications nosographiques, de la vision, on va dire, médicale des définitions de dysphorie de genre, de troubles de l'identité de genre ou d'incongruence de genre. Pour notre recherche à nous, on a voulu voir plus large et utiliser des termes plus inclusifs pour une meilleure représentation des transidentités au sein de la population avec TSA. Et du coup, on a retenu les termes de variance de genre ou de diversité de genre. C'est vrai que la transidentité, toutes les personnes ne se considèrent pas trans. C'est encore un autre débat, mais en tout cas, certaines personnes peuvent se considérer variantes de genre sans adopter la terminologie de transidentité. Et donc, du coup, nous, on voulait avoir un aperçu de toutes les personnes qui pouvaient se situer dans des situations où le sexe enregistré à la naissance n'était pas en congruence avec leur identité de genre perçue. Alors, on a regardé un petit peu ce qu'il y a en termes de littérature scientifique sur le sujet. On s'est intéressé en fait à la littérature qui concerne l'autisme dans une population diverse de genre, et puis à la littérature qu'il y a sur la variance de genre dans la population autiste. Alors déjà, il y a plus de littérature dans la population diverse de genre. Là, je vous ai mis les études un petit peu clés. Ce qu'on se rend compte, c'est que ce soit chez l'enfant, les adolescents ou les adultes, divers de genre, on trouve une prévalence de troubles du spectre de l'autisme ou de traits autistiques plus importante que dans la population générale. Et il y a une méta-analyse qui est parue en 2022 par Kelly Tsunaki et Williams, qui met en évidence que la prévalence de troubles du spectre de l'autisme chez les adultes divers de genre est autour de 11%. Donc, ce qui est énorme par rapport à la population générale. Et par ailleurs, dans la population générale, on retrouve un lien significatif entre des traits autistiques et une diversité de genre. Dans la population avec autisme, on retrouve quand même un certain nombre d'études, et ce qui est mis en évidence, c'est qu'il y a une proportion de diversité de genre chez les adultes et chez les enfants également avec autisme supérieure à la population neurotypique.
Par ailleurs, il y a une étude qui semble intéressante, puisqu'il y a, ce qu'on observe, c'est un sentiment de non-conformité de genre supérieur chez les personnes avec autisme assignées femmes à la naissance, comparativement aux personnes avec autisme assignées hommes à la naissance. Donc ça, c'est intéressant. Il y a des études, mais on n'a pas de prévalence exacte de la prévalence de la diversité de genre dans une population autiste. Et c'est donc suite à l'analyse un petit peu de cette littérature, on s'est posé quelques questions qu'on menait à cette revue de la littérature et cette méta-analyse. C'est justement à quelle prévalence de diversité de genre on peut s'attendre dans une population avec autisme qui serait diagnostiquée selon les critères du DSM-5. Au-delà de la catégorisation nosographique de la diversité de genre, à quel type en fait de diversité de genre on peut trouver dans cette population spécifique de personnes avec autisme. Et puis, notre idée, c'était de commencer à s'interroger de comment est-ce qu'on peut expliquer cette haute prévalence, cette plus haute prévalence que dans la population générale de diversité de genre dans la population avec TSA. Et donc, on a mené... Donc voilà, ça a été un peu le point de départ de notre travail. Et puis, comme on le disait, c'est une littérature jeune et la plupart des auteurs qui s'y intéressent et autrices sont du côté, on va dire, des soins et de l'accompagnement en santé trans et moins du côté du TSA, ce qui fait que dans la plupart des papiers, en fait, le diagnostic de TSA était plutôt incertain. C'est-à-dire, on parlait de traits autistiques, d'échelles psychométriques de dépistage. Il était difficile de se rendre compte si les personnes concernées ou qui étaient identifiées dans les études comme étant autistes étaient réellement concernées par le TSA ou si c'était simplement un dépistage ou des traits autistiques. Donc, on a voulu vraiment pouvoir estimer la prévalence de la diversité de genre en population avec TSA et bien diagnostiqué. Alors par bien diagnostiqué, on a entendu par un professionnel ou une équipe pluridisciplinaire formée aux troubles du spectre de l'autisme en clinique ou aidée d'échelle psychométrique, en tout cas que le diagnostic apparaisse comme solide. Et puis notre objectif secondaire, c'était d'essayer de mieux caractériser ce type de diversité de genre dans la population. Comment on a fait ? Quand on fait une revue systématique pour ceux d'entre vous qui s'interrogent là-dessus. Là, on prend les bases de données des articles, on rentre un algorithme très complexe que nous, on ne sait pas faire, mais qu'une documentaliste nous a aidé à concevoir pour que ce soit le plus juste possible et que ça fasse ressortir les articles les plus intéressants. On rentre ça dans l'ordinateur et puis ça ressort un certain nombre d'articles qu'on va lire, trier pour retenir ceux qui traitent de la question qui nous intéresse. Donc parmi les articles qui sont ressortis, nous, on a décidé de commencer en 2013, date de sortie des dernières classifications concernant le TSA. Et puis on a sélectionné les articles qui étaient en anglais ou en français, dans lesquels il y avait une population TSA bien diagnostiquée et dans lesquels il y avait une information sur le genre, quelle qu'elle soit. Et puis on a exclu un certain nombre d'articles qui ne correspondaient pas à des types d'études qui n'allaient pas répondre à la question, et surtout toutes les études, et ça a été les plus nombreuses, dont la mesure du genre était simplement homme-femme, comme on le disait tout à l'heure, ce qui concernait une grande partie des articles forcément. Donc après avoir rentré le petit algorithme, donc vous voyez qu'on obtient quand même un nombre extrêmement important d'articles ici. Ça, c'est tout ce qui ressort après avoir interrogé les bases de données, mais il y en a un certain nombre qui sont exclus d'emblée parce qu'il y a des doublons, c'est des erreurs, etc. Donc ça va. Le travail, il se fait tout seul, on n'a pas besoin. Et puis ensuite, on en a 3800 qu'il a quand même fallu lire l'abstract et le titre pour savoir si est-ce qu'ils sont intéressants ou pas. Et vous voyez que là-dessus, la plupart ont été exclus, et notamment parce que la mesure du genre était juste homme-femme et ne permettait pas d'avoir une autre information. Il en restait quand même 436 qu'on a dû lire sur texte entier parce qu'on se disait peut-être qu'il va y avoir quelque chose à l'intérieur, on ne sait pas. On a été assez déçus puisqu'on en a exclu quasiment l'intégralité pour en garder 18 qui avaient une population TSA bien diagnostiquée, qui avaient une information sur genre autre que homme-femme. En plus de cela, là, ça, on le fait à une date donnée, et pendant qu'on fait tout ce processus-là, ça prend du temps. Il y a d'autres articles qui sortent parce que ça sort tous les jours, donc on fait une veille scientifique qui nous a permis de trouver 6 articles en plus. Donc, depuis 2013, on en a trouvé 18. En 6 mois de veille scientifique, il y en a 6 de plus qui sont sortis. Ça vous donne un peu l'idée de la dynamique
qu'il y a derrière ces questions-là. Et donc, en tout, on en avait 24. On les a inclus dans la revue systématique pour les lire et en tirer de l'information. Et sur les 24, il y en a 14 qui présentaient des données chiffrées qu'on peut utiliser en méta-analyse pour trouver la prévalence qu'on cherche. Alors justement, les résultats qu'on a obtenus, d'abord, en ce qui concerne la revue systématique de littérature, déjà, il y a une donnée qui nous a un peu sauté aux yeux, c'est que depuis 2020, à peu près, il y a de plus en plus d'études qui sortent et qui mentionnent une information sur le genre autre qu'une information binaire homme-femme, sans que l'objectif principal de l'étude soit autour du genre. Donc voilà, maintenant c'est vraiment... on le voit de plus en plus d'ailleurs dans toutes les études qui sortent ou pour lesquelles on est sollicité en ce moment. Les données autour du genre sont beaucoup, enfin, soit c'est libre, soit c'est des données, des cases, mais en tout cas, il y a autre que hommes et femmes. Par ailleurs, ce qu'on a observé dans ces 24 études, c'est que les études qui comparaient, les études qui étaient comparatives, qui comparaient une population avec autisme à une population neurotypique, dans toutes les études, les 7 qui faisaient une comparaison, la diversité de genre était plus fréquente chez les personnes TSA comparée aux personnes neurotypiques. Deuxième donnée qui était intéressante, c'est qu'il y a une hétérogénéité très importante dans les études selon la définition de la diversité de genre et son type de mesure. Selon qu'on ait une définition assez restrictive de la diversité de genre, par exemple transidentité, binaire, ou au contraire juste un questionnement, une question auquel on répondrait dans un questionnaire très très large, oui, j'ai un jour voulu être un homme ou une femme, ou etc. Donc une définition beaucoup plus large de la diversité de genre. Il y a une grande hétérogénéité en fonction de ça. Et puis autre chose qui nous a pas mal marqué, c'est qu'on en parlait tout à l'heure autour de la non-binarité. Il semble que les transidentités non-binaires, elles sont surreprésentées en population TSA. Dans les 24 articles qu'on a inclus dans notre revue de la littérature, cette question de la transidentité non-binaire, elle est mentionnée dans 18 études. Et puis, dans les études qui comparent la transidentité non-binaire et la transidentité binaire, il y avait 11 études qui comparaient cette question-là dans les études qu'on a sélectionnées. Il y a 10 études sur 11 où les transidentités non-binaires sont plus fréquentes que les transidentités binaires. Donc ensuite, comme on vous a dit, il y a 14 articles qui mentionnaient des données chiffrées qu'on a pu donc analyser pour faire ce qu'on appelle une méta-analyse. Sur ces 14 articles, il y en a 8 qui concernaient les adultes, 4 les adolescents, jeunes adultes, et puis 2 chez les enfants. Et notre population globale était composée donc de 3894 personnes. Donc on rentre tout ça dans notre machine, aidée par Mika Noureddine, qui nous a bien aidé pour le calcul de cette prévalence. Et donc on a obtenu une prévalence de variance de genre dans une population avec autisme à 7,37%, avec un intervalle de confiance que vous pouvez voir sur la diapo, ce qui est donc là encore largement supérieur à la population générale. Alors on a regardé un petit peu quels étaient les facteurs qui pouvaient influencer cette prévalence, qui pouvaient avoir un impact sur une prévalence plus ou moins importante dans notre population. Il y a différents facteurs auxquels on avait pensé. L'année de publication, l'âge, la façon dont était mesuré le genre, et puis le type de diagnostic d'autisme. Est-ce que c'était une équipe pluridisciplinaire? Est-ce que c'était une équipe pluridisciplinaire formée au TSA plus des échelles type ADOS, ADI, etc. Et il n'y a pas d'impact de ces facteurs sur le calcul de prévalence. Par contre, il y a des facteurs qui influencent significativement cette prévalence. Les études dont l'objectif principal concerne le genre, on observe une prévalence plus importante de variance de genre dans ces études, ce qui paraît un petit peu cohérent. Il y a sans doute un biais de sélection. Si on s'intéresse au genre, ça va sans doute amener des personnes qui se questionnent par rapport à ça.
Et puis, alors il y a un facteur qui n'est pas ressorti de manière significative, c'est le sexe assigné à la naissance, mais ça nous paraît intéressant quand même d'en parler là, parce que vous voyez que ça ne ressort pas de manière significative, nos intervalles de confiance se recoupent, mais chez des personnes autistes assignées femmes à la naissance, on voit qu'il y a 14,54% des personnes qui peuvent présenter une diversité de genre, alors que ce chiffre tombe à 8,15% chez des personnes autistes assignées hommes à la naissance. Donc voilà, c'est pas significatif, mais ça pose quand même question. Et puis, en termes cliniques aussi, ça faisait beaucoup écho à ce que nous, on pouvait percevoir dans notre pratique clinique. Et dernière petite chose au niveau des résultats, on a observé qu'il y avait un biais de publication significatif qui était plutôt en faveur d'une sous-estimation de la variance de genre dans notre population. Et après correction, on serait plutôt autour de 11,7% de personnes qui présentent une variance de genre, une diversité de genre dans une population avec autisme. Donc voilà, donc ça nous a quand même permis de prendre connaissance de la littérature qui existait, de ce qui était fait, et ça a permis de répondre à la question de la prévalence qui, comme on l'avait pressenti sur le plan clinique, est effectivement semble plus importante en population TSA. Alors, les méta-analyses, c'est pas designé pour faire des comparaisons, donc on peut pas dire le résultat il est de 7 à 37%, on peut pas dire que c'est plus qu'en population générale parce que le type d'étude ne permet pas de faire ça. Par contre, dans toutes les études qui essayent de calculer cette prévalence en population générale, on est sur des chiffres bien inférieurs. Hein. Donc, on dirait jusqu'à même 7 fois plus dans cette population spécifique, donc ce qui est quand même beaucoup. Ça ouvre des perspectives pour la suite. Nous, on ne souhaite pas s'arrêter là, bien sûr. Et donc, on poursuit. On poursuit d'abord en population autiste, puisque maintenant qu'on a ce chiffre, on ne sait pas quoi en faire exactement. Et on s'interroge pourquoi, vous avez vu que notre questionnement au début, c'était pourquoi, et il semble que ce soit le cas, en fait, on ne peut pas répondre. On ne sait pas, on a juste 37%, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Nous, on souhaite comprendre pourquoi. Donc, on lance une étude qualitative sur la perception de l'identité de genre et la construction de l'identité de genre chez les personnes porteuses d'un trouble du spectre de l'autisme pour essayer de voir quels sont les déterminants, qu'est-ce qui semble particulièrement saillant dans cette construction d'identité de genre chez les personnes et en quoi ça peut différer des personnes qui sont non porteuses de troubles du spectre de l'autisme. On fait ça en collaboration avec le CRA, le service VAG et le docteur Souillet du SMDPL. Et on va donc interroger, alors on ne sait pas encore combien, parce que ça dépend des données qu'on va obtenir, mais peut-être 15, peut-être 30 personnes avec un entretien semi-structuré, leur posant des questions sur la construction de leur identité de genre, pour essayer de voir s'il y a des thématiques particulières qui ressortent, s'il y a des points communs qui ressortent entre les personnes. Les logiciels ensuite nous permettent de faire s'illuminer des thématiques qui sont très présentes dans le discours des gens. Et donc ça a pour but de pas nous avoir a priori, on pense que les personnes TSA, elles sont comme ci, ou les personnes TSA, elles sont comme ça. Non, on veut partir d'un retour des personnes concernées, que ça puisse faire saillance sur certains points particuliers pour ensuite aller creuser ceci a posteriori. Donc là, c'est vraiment l'idée d'interroger les personnes qui sont concernées. Et puis, l'autre question, et sur laquelle on vient souvent nous chercher, nous interroger, c'est celle de cette co-occurrence des signes de transidentité et des signes de TSA. Et un certain nombre de personnes nous disent qu'il y a des signes qui croisent, que des choses qui sont de l'autisme en fait seraient de la transidentité, que des choses qui sont de la transidentité seraient de l'autisme. Comment faire la différence entre les deux? Et ça, et puis que éventuellement, les personnes TSA se tromperaient finalement, puisque, ne sachant pas très bien lire leur propre identité, prendraient leurs signes d'autisme comme étant de la transidentité parce que ça explique mieux leurs difficultés. Donc, en fait, tout ça, c'est non soutenu par la littérature. On ne sait pas dire que les personnes TSA ne captent pas bien ce qui se passe en elles, ne perçoivent pas bien leur identité. On ne sait pas. Si on le dit, c'est un avis personnel, mais en tout cas, c'est pas quelque chose soutenu par la littérature. Donc, autant faut-il aller chercher et s'interroger sur si c'est le cas ou pas.
Et puis, pour ce qui est de croisement entre les deux et de comment faire, ben c'est vrai que cliniquement, nous, on reçoit des personnes, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais dans notre consultation, on reçoit des personnes variantes de genre pour faire un diagnostic de TSA. Et on se rend compte avec Elodie que c'est des diagnostics difficiles. Non, effectivement, il y a un certain nombre de choses qu'on peut retrouver chez une personne trans et chez une personne TSA, indépendamment de l'un ou l'autre de ces deux facteurs. Et donc, ça complique un petit peu la démarche diagnostique. Et peut-être, il est possible que ça ait compliqué la démarche diagnostique et l'identification d'un certain nombre de problématiques chez les personnes. Et donc, notre interne, Clara Glonec, elle fait une thèse là-dessus. Elle va essayer de voir dans la littérature trans comment ont été faits les diagnostics d'autisme. Est-ce que c'était des autodiagnostics ? Est-ce que c'était des questionnaires de dépistage? Est-ce que c'était des diagnostics solides? Pour essayer de, un peu de s'interroger sur est-ce qu'il semble qu'il y ait des outils qui soient plus pertinents que d'autres pour faire ce diagnostic. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aider les personnes qui sont en questionnement sur le plan du TSA et les aider à avancer sur le plan du diagnostic. Donc on manque d'outils pour savoir qu'est-ce qui est bien précis, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui va être vraiment important à retenir comme élément, qu'est-ce qui peut croiser. Donc ça, ce sera intéressant de savoir si déjà il y a des choses qui ressortent déjà et s'il semble que certaines échelles plus que d'autres semblent pertinentes. Et donc on n'est pas tout seul à s'interroger, bien sûr. Et il y a en 2023 Graton qui a fait un panel d'experts qui a réuni toutes les personnes qui ont le plus publié sur le sujet, dont les noms s'affichent à gauche, dont la plupart ont des papiers dans notre revue, bien entendu. Et bon, alors c'est pas de la science dure, hein, c'est un consensus d'experts, c'est des discussions, c'est ce qui ressort de leur recherche, mais en tout cas, en discussion, ils sont retenus des points qui seraient pour eux importants dans ce domaine pour la suite. Et donc il y a des choses qui sont vraiment de l'ordre du savoir-vivre, on va dire que respecter le bien-être des personnes non pathologisées, non stigmatisées, c'est un point important qui ressort de leurs échanges. Il y a des choses qui sont parmi ces points vraiment importantes pour nous. C'est l'idée d'impliquer les personnes, qu'elles soient autistes ou divers de genre, dans les recherches et dans la clinique et dans ce qu'on peut faire autour de ces personnes-là. On ne peut plus se passer de demander l'avis des gens et de faire avec eux. La recherche, elle doit se poursuivre. Ça paraît bête à dire, mais en fait, des gens ne sont pas d'accord. Hein. Des gens pensent que c'est pas pertinent ou c'est anecdotique et du coup, il ne faudrait pas le faire. Nous, on pense que si, il faut le faire, que c'est une question qui intéresse la preuve aujourd'hui et que vous êtes quand même assez nombreux à vous être déplacés, donc ça montre quand même un intérêt pour cette thématique-là. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en point numéro 4, il disait que les personnes qui disent que le fait d'être porteur d'un trouble du spectre de l'autisme doit faire freiner l'accès aux soins de transition, doit dire attention, il faut prendre plus son temps, il ne faut pas aller trop vite, il faut vraiment mieux réfléchir. On peut le dire, mais ça, dans la littérature, rien ne le soutient. Donc, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que c'est l'avis de la communauté scientifique de dire que pour les personnes autistes, il faut ralentir, il faut aller moins vite que pour les autres, que peut-être elles se trompent, que ça peut être l'avis de certaines personnes, mais en tout cas, elles ne peuvent pas soutenir cet avis-là avec les avis scientifiques. Et la prise en compte de la neurodiversité dans ces parcours de transition, comme pouvant être un obstacle, ça semble être, à l'inverse, quelque chose de plus fréquent. C'est-à-dire qu'être TSA aujourd'hui est plus un frein que quelque chose, qu'autre chose pour les questions de transition. Et le reste, on en a déjà parlé. Donc, et dans les recommandations internationales, cette idée de prendre en compte la neurodiversité, elle est déjà présente. Les experts nous disent, pour tous les professionnels qui voient des enfants concernés par une transidentité ou qui sollicitent des soins d'accompagnement en transidentité, il faut qu'ils collaborent ou il faut qu'ils soient formés en troubles du neurodéveloppement. Ça existe déjà, c'est quelque chose d'acté. Cette recommandation, elle se perd chez l'adulte. Et quand on regarde les recommandations de l'adulte, ça apparaît plus. Nous, on voit des adultes et on pense que ça ne devrait pas se perdre. On pense que cette recommandation, elle devrait aussi apparaître chez l'adulte, parce que c'est une population particulièrement exposée à un retard diagnostique. Il y a plus de femmes, a priori plus de femmes assignées à la naissance, retard diagnostique. C'est des diagnostics difficiles, retard diagnostique. C'est deux spectres cliniques qui se croisent, retard diagnostique. Donc du coup, l'idée d'être formé au TND et formé à l'autisme dans cette thématique-là, nous on pense que ça doit aussi on doit être particulièrement attentif à ça chez l'adulte.
Et c'est tout ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. Merci pour cette présentation. Peut-être, est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle? Bonjour, Claire Lamberti. Donc, moi, je suis des associations Mobilise-nous, l'autre cercle et Centre LGBTI+ de Lyon. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est que vous n'avez pas évoqué les âges dans les échantillons ou les études qui ont été analysées. Et on sait au moins dans les études américaines qui descendent assez finement sur les tranches d'âge que la prévalence des personnes trans est plus importante chez les jeunes que chez les personnes plus âgées, qui s'autorisent d'ailleurs peut-être pas à le dire qu'elles sont trans. Donc, est-ce que vous avez une possibilité d'analyse par rapport à ces tranches d'âge? Et puis, la deuxième question, c'est est-ce que finalement, il n'y a pas quelque part des choses similaires entre les personnes trans et les personnes TSA qui sont peut-être un rejet ou une incompréhension des normes sociétales? Je réponds à la première et tu réponds à la deuxième. Sur la première question, sur l'âge, on l'avait mis en facteur parce qu'on avait un peu ce même a priori. Et en fait, on a voulu faire une métarégression sur l'âge et il y a rien qui ressort. Alors, il n'y a peut-être pas assez, il n'y a que 14 études qui ont été rentrées dans la méta-analyse, donc il n'y a sans doute pas encore assez de données, mais en l'état, il n'y avait rien qui ressortait au niveau de l'âge. Oui, pour ce qui est des croisements, oui, il y a une intersection des deux. On ne sait pas pourquoi les personnes avec TSA sont davantage en diversité de genre que les autres. Il y a une intersection entre les deux, il y a forcément des croisements. À quel niveau ils se situent, ça on ne sait pas répondre. C'est pour ça qu'on veut continuer la recherche et c'est pour ça qu'on dit attention aux personnes qui savent déjà, aux personnes qui disent c'est parce qu'elles se trompent, c'est parce qu'elles perçoivent pas bien leur propre identité, c'est parce qu'elles perçoivent pas bien les normes sociales. Ça, c'est tous des hypothèses. On va essayer de les creuser. On va demander aux gens, on va essayer de voir qu'est-ce qui ressort. Et après, on fera des études précises là-dessus. Tiens, effectivement, est-ce que la perception interne de l'identitaire est perturbée chez les personnes avec TSA? Est-ce que c'est la perception des normes sociales en tant que telles qui est perturbée? Est-ce que c'est une moins bonne réception des renforçateurs sociaux de genre? Parce que si on perçoit moins bien ce qui est censé être renforcé socialement par mon genre, ben on peut se décaler de cette question-là. Hein, on n'est pas sans savoir que quand on est un petit garçon, on dit mais qu'est-ce qu'il est courageux, et quand on est une petite fille, on lui dit mais qu'est-ce qu'elle a une jolie robe. Donc si on capte moins ça, si on capte moins ces renforçateurs-là, peut-être qu'on peut plus librement exprimer une identité ressentie. Mais tout ça, c'est des hypothèses. Nous, on a nos hypothèses préférées, mais on ne les divulgue pas dans une journée scientifique parce que ce n'est pas scientifique, c'est un avis. Et en tout cas, il faut maintenant aller plus loin dans la recherche pour valider l'une ou l'autre des hypothèses. Bonjour, Eliel Dominati. Merci pour cette présentation. Moi, c'est vrai que je me reconnais dedans parce que je suis AFAB et une des choses qui a fait que mon diagnostic TSA a été retardé, c'est que quand les questionnements ont commencé à se faire parce que j'avais des difficultés sociales et professionnelles, j'étais au début de mon parcours de transition et tous les retours que j'avais de beaucoup de personnes, c'était d'éviter au maximum les psychiatres puisque justement, ça risquait de mettre un frein, voire un arrêt complet à cette transition pour laquelle je me battais. Je voulais savoir si vous avez pu émettre des hypothèses ou éventuellement si vous avez une idée un peu plus précise de la raison pour laquelle j'ai l'impression, notamment en France, on a ce frein qui s'installe. Parce que la plupart du temps, les études, en tout cas dans le reste de l'Europe ou même outre-Atlantique, ont l'air de faire plus facilement ce lien entre TSA et diversité de genre, alors qu'en France, des retours personnels, encore une fois, c'est pas tout à fait scientifique. J'ai l'impression que c'est plutôt dans l'autre sens, voire qu'on a un blocage qui est de plus en plus important et réactionnaire, pour le coup. Oui, effectivement, nous, ce qu'on a pu observer qui participe peut-être au fait que ça freine un peu les parcours, je trouve, mais c'est pas scientifique non plus, c'est mon point de vue plutôt clinique, c'est que dans l'autisme, il y a pas mal de demandes qui sont du coup pas des transitions nettes, des transitions. Ça peut être des choses assez
assez mélangé. Et du coup, je pense qu'il y a pas mal de professionnels que ça peut un peu freiner. Genre, mais est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que c'est bizarre cette demande ou c'est pas? Et du coup, j'ai l'impression que oui. Enfin, moi, je trouve en France, en tout cas, le fait d'avoir ces deux diversités, ça freine le parcours de transition. Et peut-être une des raisons. Et c'est pour ça aussi que nous, on a voulu monter cette consulte pour poser des diagnostics et en fait dire ce que vous trouvez peut-être étrange ou différent, c'est l'autisme et c'est pas la question de la transition. Enfin... Oui, alors je suis tout à fait de cet avis. Puis le nombre de ce qui est répertorié comme étant transition non binaire, transidentité non binaire, semble particulièrement élevé. Et ça, malgré tout, c'est quelque chose d'assez nouveau, et y compris dans les recommandations d'accompagnement en santé trans. L'accompagnement à une transition non binaire est apparu dans les dernières recommandations. Et donc, du coup, il est probable que les praticiens en soins de transition, d'affirmation de genre, sont pas encore complètement au clair avec cette idée-là. Et nous, les personnes avec TSA, il semble que ils se situent à cet endroit-là en grande majorité, avec des demandes d'ordre hormonothérapique sans chirurgie, des demandes de chirurgie sans hormonothérapie, des transitions sociales seules. Et ça, c'est questionnant pour les praticiens qui ne rencontraient pas cette problématique avant, puisque du coup, c'était d'emblée annulé. C'était genre, c'est des demandes bizarres, et puis ça n'accède pas à un soin en accompagnement à la transition. Je me permets de rebondir sur la question de l'âge. Là, l'étude portait sur des populations qui sont relativement jeunes, qui sont inscrites dans des parcours qui sont maintenant codifiés, reconnus. Là où je me pose la question, c'est toutes les personnes qui ont vécu ces parcours-là de façon seule, et qui sont en dehors de ces âges-là, ces catégories-là, donc qui sont un peu plus de ma génération, on va dire, qui ont fait preuve d'autodétermination seuls, qui se sont reconnus dans les deux parcours, concomitamment ou séparément. La question, l'hypothèse que moi je soulève, c'est est-ce que par hasard, on ne trouverait pas éventuellement un biais lorsqu'on commence à faire le diagnostic de TSA, puis le diagnostic de transidentité, ou qu'on commence par le diagnostic de transidentité et que tout d'un coup on se reconnaît dans les TSA, et éventuellement faire une étude croisée, c'est-à-dire une population en double aveugle, à grande échelle, multicentrique, etc., tout ce que vous voulez, pour voir si éventuellement on ne trouverait pas des corrélations sur le fait que, peu importe en fait qu'on commence par l'un ou par l'autre, si les deux coexistent, et s'il y a des variables qui ne sont pas forcément communes à l'une et à l'autre, mais qui permettent de trouver des corrélations malgré tout, parce que ce sont quand même des variations, autant l'autisme que la transidentité qui existaient bien avant que la science ne les reconnaisse. Toutes ces personnes-là, en fait, ont vécu leur vie de façon tout à fait, entre guillemets, classique et normale, sans jamais se poser la question. Aujourd'hui, le fait de se poser la question dans le bon sens ou le mauvais sens, est-ce que ça a un sens, en fait? Voilà. Moi, je dirais, mais c'est bien parce que tu vas pouvoir nous en parler plus longuement après avec Élodie, juste après la pause. Mais je pense que pour les années à venir, l'enjeu, il n'est pas tant autour de faire du diagnostic. Il est surtout autour de dire que la question TSA, qui certes nécessite une expertise médicale ou psychiatrique à un moment donné pour poser le diagnostic, doit se décaler de la question du vécu identitaire, qui relève pas de notre expertise médicale ou psychiatrique, et qui doit permettre aux gens de s'autodéterminer sans l'avis des médecins. Je me permets juste de compléter ce que je disais, parce que je pense que là-dessus, je n'ai pas forcément été très clair. C'est le fait que nous sommes
dans cette population, moi je fais partie de cette population qui est hors parcours en fait, et à la fois dans l'un et dans l'autre. Et beaucoup de personnes dans ma situation ont fait ces deux parcours de façon séparée et sont du coup sortis complètement des scopes en fait de vos études. Voilà. Du coup, comment on les reconnaît et est-ce qu'il va y avoir une différence de prévalence Alors juste pour parler des surtout âges, dans les deux en fait. les études, elles incluaient des personnes, enfin ça allait jusqu'à 80 ans, les personnes incluses dans les études, dans la méta-analyse. Alors effectivement, avec une population jeune plus importante, plus représentée, mais il y avait quand même, oui, ça allait maximum à 80 ans. Donc, voilà. Ok. Merci. Et savoir si ça vaut le coup de se poser la question, on a vocation à aider les personnes qui ont besoin d'aide et qui viennent nous solliciter. Donc, s'il y a des personnes, et il se trouve que c'est le cas, parce que nous, on reçoit des gens et on est beaucoup sollicités et on nous demande notre aide. Donc, si ça peut aider des personnes, et des personnes ont besoin d'aide, que ce soit sur le plan de leur santé mentale, de leur accompagnement médical, médico-chirurgical, il faut bien que la question soit posée à un moment donné et de savoir comment répondre. Effectivement, il y a plein de personnes en dehors des parcours, et comme le disait Adèle, qui n'en souffrent pas. La dysphorie, c'est un concept psychiatrique de souffrance. Plein de personnes vont être en dehors des parcours et ne vont pas avoir recours ni à nous, ni au système médical, et c'est très bien. Mais en tout cas, quand on est sollicité, il faut bien qu'on sache comment faire pour aider les gens. Alors moi j'avais juste un questionnement d'ouverture en fait avant peut-être la pause je pense. En fait hier j'ai regardé un extrait d'un documentaire qui s'appelle Virilité qui a été fait sur France 2 par voilà. Et dedans en fait il y a des témoignages d'hommes cisgenres du coup qui vont parler de leur virilité et de l'expérience d'être un homme en fait dans la société. Et j'ai été assez marqué par un des mecs en fait qui correspond pas à ce qu'on attend du genre masculin, qui a quand même des impératifs, et qui est plutôt mince, qui est plutôt intellectuel, qui est plutôt voilà, et qui exprime clairement en fait qu'il s'est fait tabasser à l'école parce que il correspondait pas à ce qu'on attendait un peu, et qui explique en fait que quand il rentrait chez lui, il avait le sentiment de pas avoir le cœur assez grand, les côtes assez larges, etc., et qu'il avait il exprimait clairement en fait de la dysphorie de genre, alors qu'il est cis. Et du coup, en fait, ce qui me dérange un peu je trouve qu'il y a des biais cis hétéronormatifs, je suis désolé, dans la façon de porter des études sur les personnes trans, parce que, en fait, ça me rappelle aussi un témoignage d'une personne aveugle quand j'étais en école d'inf, où tu as... il y avait une dame qui exprimait en fait embrasser une autre personne qui était aveugle aussi contre un mur, sauf que ce mur c'était pas un mur, c'était une baie vitrée. Et il y a des gens qui sont venus les interpeller en disant mais qu'est-ce que vous faites, c'est indécent, sauf que leur façon de percevoir le monde n'est pas la même. Et pourquoi en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de gens en fait qui se travestissent dans des comportements extrêmes masculins quand ils sont cis, ou inversement qui surjouent la féminité, et on sent que c'est pas du tout authentique. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'authenticité chez les personnes trans, en fait, à être dans une perception plus fine de leur identité de genre. Et le fait que ça soit porté comme un trouble par le biais autistique, je trouve que c'est craignos. En fait, désolé, je dis ce que je pense. Et je trouve que quelque part, pourquoi on questionne ça comme un trouble plutôt que questionner ça comme peut-être une perception, en fait, qui est différente, qui est variante. Et j'aime pas l'aspect en fait de pathologiser en fait. Il y a un regard qui se ressent dans la façon dont les choses vont être portées en aval d'un trait de pathologisation. Et en fait, voilà, c'est ça que je questionne un peu dans. On parle jamais de la dysphorie de genre chez les cis, on parle jamais de ces choses-là, en fait, de la perception du genre chez les cis aussi, entre Louis XIV qui s'habillait en rose avec son petit frère en robe, et maintenant, en fait, et puis les mecs maintenant qu'on fait chier dans la rue parce qu'ils portent du rose, en fait, en les traitant de tapettes.
En fait, moi je pense qu'il y a une question qui doit se poser de violence systémique qui est vachement plus importante et peut-être porter les études là-dessus, ça ferait du bien en aval aux personnes trans, en fait, je pense. Oui, merci de le souligner. Alors, c'est vrai que j'ai pas été très clair peut-être sur notre future recherche qualitative. L'idée est bien de s'interroger sur la perception et la construction de l'identité de genre chez les personnes avec troubles du spectre de l'autisme, mais pas forcément trans. Nous, on va interroger tout type de personnes avec TSA sur la construction et la perception de leur identité de genre, justement parce qu'on ne pense pas qu'une situation de transidentité doive mettre un éclairage sur un éventuel déficit perceptif des personnes trans et autistes. Nous, ce qu'on souhaite, c'est montrer chez toutes les personnes autistes, toutes les personnes TSA, comment se construisent et comment ils perçoivent leur identité de genre, en dehors de la question, enfin, pas en dehors, mais je veux dire, indépendamment du fait qu'ils soient trans ou non. Il y avait la façon présentée, il y avait cette idée en fait de dire est-ce que les personnes. La question c'était est-ce qu'à un moment donné il a été dit est-ce que c'est un trouble de perception de leur genre par rapport à une difficulté à percevoir des aspects un peu sociaux en fait. Mais est-ce que ces aspects sociaux sont vraiment authentiques chez les personnes qui sont neurotypiques en fait, c'est ça en fait que je questionne. Moi le micro. Je me permets de répondre à votre question, même si je suis par ici, pardon. C'est parce que je tenais juste à réagir sur l'idée. Enfin, je comprends très bien le positionnement de pourquoi parler de troubles lorsqu'on parle de transidentité, mais je vous dirais oui de ce que vous voulez en fait, d'identité tout court en réalité. Mais je rebondis sur le fait que ce que vous décrivez de votre interrogation sur pourquoi parler de troubles, pour l'autisme, c'est la même chose. En fait, l'autisme, c'est un fonctionnement différent. Et je pense que le terme trouble, au bout d'un moment, il faut bien faire rentrer les choses juste pour avoir des sous, en fait, pour pouvoir développer des accompagnements, etc. Personnellement, je me sens concernée par les deux et je ne me sens pas troublée ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, je crois que faut détacher peut-être l'idée que les personnes qui... je dirais, à l'instar de ce qu'on vient de voir, moi je me sens j'ai eu des difficultés liées à mon autisme, mais qui sont les mêmes que celles qui ont été décrites par la première intervenante, qui est ce n'est pas mon autisme qui me crée des difficultés, c'est le côté non majoritaire qui est source de souffrance et qui là enfin, j'ai jamais trouvé d'autres endroits pour être mieux accompagnés en réalité que des personnes plus ouvertes d'esprit, et ces personnes plus ouvertes d'esprit, c'est en général celles qui connaissent le sujet. Donc il se trouve que moi j'ai trouvé les personnes les plus ouvertes sur ce genre de sujet en psychiatrie, quoi. Voilà. Mais par contre je me reconnais pas forcément dans la chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire.